Mesdames, Messieurs, soit les ministres du Conseil de l'Europe, Monsieur le secrétaire général et le commissaire aux droits de l'homme, si votre position et votre idéal signifient quelque chose, vous devez réagir face à ces situations ubuesques qui ne rendent pas service aux familles des nations. L'autorité judiciaire. Ces dérives, ces abus. À quoi servent tous ces mécanismes des droits de l'homme, alors qu'en France on laisse place à toutes ces dérives? Il vous faut juste conscientiser qu'une poignée d'êtres humains, juges, tuteurs, services sociaux, peuvent viser et chercher à briser la vie d'autres êtres humains, en jouant avec l'exclusion parentale en toute impunité, au regard de ce groupe national que représentent les familles et qui ne sont plus reconnues comme identifiables à un groupe d'appartenance en l'humanité. On entend par définition que l'exclusion parentale consiste à éliminer un ou plusieurs parents, mère, père, grands-parents, frères, sœurs, etc., de la vie d'un enfant ou d'un jeune adulte. Cette attitude aberrante vise à détruire les souvenirs, l'image et la place d'un ou des parents dans la vie de la personne susmentionnée, enfant ou jeune adulte. Je tiens à attirer votre attention. J'ai tenu à partager avec vous mes correspondances à la Cour de cassation en 2010, au vu qu'il n'existe aucun outil pour lutter contre la tyrannie judiciaire, que 2 visites médiatisées depuis décembre 2008, dès lors que j'en avais référé à la Cour de cassation, et la Cour européenne des droits de l'homme, sont la prémisse de ce génocide institutionnel, où mon fils aîné et moi-même avons été placés dans d'affreuses souffrances, au vu du déni que la famille n'appartient plus à un groupe d'appartenance fondamentale en l'humanité. Le problème est que les juges en France ne sont responsables devant personne, surtout pas devant le peuple, d'où la neutralisation de la question sur la souveraineté, alors que la Constitution du 4 novembre 1848 dispose tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple. En l'espèce, les États parties sont eux-mêmes tenus de s'abstenir d'agissements non conformes à l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de créer le cadre législatif nécessaire pour empêcher que des personnes physiques ou morales ne s'y livrent. Toute personne a droit à un procès équitable. Conformément aux mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme, les violations de ce droit peuvent prendre diverses formes, dont les jugements où, d'entrée de jeu, une partie a un avantage évident sur une autre, en violation du principe de l'égalité des armes, les lois de procédure, ou leur application, qui établissent des distinctions fondées sur l'un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26, ou ignorent le droit égal des hommes et des femmes visé à l'article 3 de jouir des garanties énoncées à l'article 14 du pacte, violant non seulement l'obligation faite au paragraphe 1 de cet article qui dispose que tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice, mais peut aussi constituer une discrimination. Les tribunaux français ne savent être indépendants et impartials, ce qui met en doute leur compétence à statuer sur l'éligibilité des dispositions de l'égalité des armes et tous égaux devant les tribunaux ou cours de justice, ainsi que pour des raisons d'inégalité,
ne donne pas à entendre qu'il s'est produit une erreur judiciaire, face aux obligations issues de toute source du droit européen ou international. Le fait que mon fils handicapé Thériou Eddy, qui est majeur depuis le 21 janvier 2012 ne peut pas jouir de ses droits d'homme en toute liberté, vu qu'il ne peut pas rendre visite à être hébergé par son papa alors qu'il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable, que je suis coupable de. La citoyenne ou le citoyen lambda dispose du bénéfice du doute, la présomption d'innocence, tant que les preuves de sa culpabilité n'ont pas été fondées. Je dois juste répondre à l'abus de pouvoir du tribunal civil. La prémisse de ces inégalités, c'est que nous pouvons juger de l'inertie et du déni de justice des tribunaux français, qui jugent de la crédibilité humaine en fonction de la position sociale des parties concernées, et non sur ces dispositions tous égaux devant les tribunaux et cours de justice où d'entrée de jeu une partie a un avantage sur une autre, soit le principe de violation de l'égalité des armes et afin de mettre en cohérence ce déni de justice, la justice française m'obligea à me rendre sur le lieu de vie de mon fils en Belgique, alors que je ne bénéficierais plus de visites médiatisées qui devaient me redonner mes droits d'hébergement, à l'insu qu'uniquement que deux visites ont été honorées depuis décembre 2008, pourquoi invoquer l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au regard de ces dispositions, laissant l'appréciation des faits et des éléments de preuve donnés par les tribunaux ou par d'autres autorités nationales, sans réexaminer l'interprétation de la législation interne, alors qu'il peut être établi que l'appréciation des éléments de preuve ou l'application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachés d'erreurs ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d'indépendance et d'impartialité en l'espèce que cette juge des tutelles viole son obligation d'indépendance et d'impartialité, elle juge de la crédibilité humaine en fonction de cette avancée sociale pyramidale, ne s'attachant pas aux éléments de preuve existants, soit les vidéos que je lui ai fournies et réalisées au centre de Spa en Belgique, qui prouvent que je n'avais aucun contact avec les personnels de ce centre, mais que sur la base d'allégations calomnieuses donnant prééminence aux institutions sur la personne lambda portant volontairement atteinte à la dignité humaine. Quant aux abus de pouvoir civil et judiciaire, qui visent ou cherchent à porter des atteintes graves à la santé mentale de personnes humaines issues de la même famille, en l'espèce de donner place à des tortures psychologiques par des souffrances infligées intentionnellement ayant pour but de nuire à autrui. Je dénonce que le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, ou un groupe d'appartenance en l'humanité, motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, le fait de ne point reconnaître que tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice, peut constituer une discrimination, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique, par des juges pour violation de l'égalité des armes, ou toute autre personne agissant à titre officiel, tuteur, services sociaux, etc. Pour l'exclusion parentale, ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérente à ces sanctions ou occasionnée par elles, mais s'attache également à la volonté de porter atteinte à la dignité humaine. Pourquoi résister au pouvoir non démocratique ? Comme l'oppression de la justice en France. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » La Déclaration des droits de l'homme, faisant office de préambule à la Constitution de 1793, faisait de cette résistance à un pouvoir arbitraire un devoir de chaque citoyen. Aspect juridique. D'un point de vue strictement juridique, priver abusivement un enfant ou un jeune adulte d'un de ses parents, et notamment en procédant par le biais de la calomnie, est une violation de l'article 2 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948 stipule, dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie un groupe national. 1. Préjudice grave pour l'atteinte physique ou mentale de membres du groupe de la Charte des droits de l'homme, 1948, article 12, nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 18. Liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 19. Liberté d'opinion et d'expression. Article 16, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. De la Convention européenne des droits de l'homme. Article 8.1, reprend l'article 12 de la Charte des droits de l'homme, 1948. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Confé jurisprudence, cas de violation de l'article 8, coup de l'État, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, Assemblée générale des Nations unies - article 17, reprend partiellement l'article 12 de la Charte des droits de l'homme, 1948. Al.1, nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. Al.2, toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 23, reprend partiellement l'article 16 de la Charte des droits de l'homme, 1948. Al.1, la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Al.4,
Les États parties au présent pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.